Ok, bonjour tout le monde, nous sommes une fois de plus dans les logos de YouTube. Avec moi, Jordi Delage. Nous allons discuter tous les deux d'un sujet qu'il connaît particulièrement bien et qui est en fait assez peu abordé quand on parle d'aïkido. C'est l'aspect philosophique et religieux de la démarche de Ueshiba. Je vais laisser Jordi se présenter, expliquer pourquoi est-ce que finalement il est une personne qui peut contribuer au débat plus que beaucoup d'entre nous, et moi en particulier. Merci pour l'introduction. Je ne sais pas si je peux vraiment beaucoup plus que certains contribuer au débat, mais il est vrai qu'effectivement, j'ai fait des études de euh, culture et langue japonaise à l'université, donc j'ai une formation académique en ce qui concerne l'histoire du Japon, et que l'une de mes spécialités, enfin ce que moi je considère ma spécialité lors de ces années d'université, c'est la religion japonaise. Donc le Shinto, le bouddhisme et un petit peu par extension de fait l'Omo-Tokyo, la religion de Ueshiba, justement parce que ça m'intéressait à la lumière d'une étude académique de l'histoire et de la religion, d'essayer de comprendre comment fonctionnait l'esprit de Ueshiba et quels étaient les messages qu'il y avait derrière son discours ésotérique au sein de son enseignement de l'aïkido. Et pour ce faire, il fallait comprendre le contexte historique religieux et euh, au moins les grandes lignes de l'Omoto. Donc je vais aller un petit peu dans les détails sur l'Omoto, mais je vais étant moi-même athée, je n'ai pas grand intérêt à rentrer vraiment dans les détails de la cosmogonie. Mais il y a des grandes lignes, des grandes choses qui se dégagent de l'Omoto qui sont très originales, très spécifiques à cette religion, et qui sont donc très intéressantes, à mon avis, pour éclairer la philosophie d'Ueshiba, et peut-être d'une certaine manière une certaine forme d'humanisme remis dans le contexte de l'époque, où la philosophie, en tout cas dans les écoles japonaises du début du XXe siècle, n'était pas vraiment empreinte d'humanisme. Euh, voilà, j'espère que je peux contribuer un petit peu au débat. La question en fait qui vient tout de suite, c'est que bon, les gens commencent l'aïkido pour tout un tas de raisons. Est-ce qu'on peut dire que toi, dès le départ, tu as commencé l'aïkido parce que ce message, comment dire, pas religieux, mais philosophique, t'intéressait? Alors, j'ai pas commencé l'aïkido parce que il y avait le moindre message dedans. J'ai commencé l'aïkido parce que je me suis retrouvé par hasard dans un club d'aïkido. Une copine m'a dit tu devrais essayer, c'est sympa, vas-y, viens. Je suis venu, je fais quelques cours. Et puis ça, je me bougeais un petit peu. J'avais 15 ans, j'étais pas très bien dans ma peau. L'aïkido, c'était un bon moyen en crise d'adolescence. C'est un bon moyen aussi de trouver un certain équilibre. Et puis j'y suis resté pour cette raison-là. Alors pas des raisons religieuses, pas du tout, parce que c'était pas du tout le style de mon courant ni de mon club. Donc pour mettre les choses dans le contexte, c'était le courant d'André Cognard en France, qui est un élève de Kobayashi Hirokazu. Kobayashi Hirokazu, c'est quelqu'un qui a développé un aikido avec un certain sens de l'éthique et avec une grosse importance qui est mise sur la résolution de conflits, les relations entre les gens, etc. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, tu as commencé l'aïkido bon, un peu par hasard. Ensuite, tu as dû apprendre un petit peu par rapport au message plus ou moins philosophique. Et ça a ensuite dirigé ton choix d'études supérieures, du coup. Alors oui, le fil est assez intéressant, la manière dont ça s'est déroulé, parce que j'ai eu la chance de tomber sur un prof qui était quelqu'un d'assez simple, troisième dan, je crois, quand j'ai commencé chez lui, mais qui était quelqu'un de très humain, qui parlait pas beaucoup, mais qui donnait, qui avait souvent le bon message, la bonne chose à dire pour faire réfléchir, et pour moi, ça résonnait un petit peu avec l'image que je me faisais des religions orientales, c'est-à-dire on pousse un peu les gens à réfléchir sur eux-mêmes, etc. Ce qui était un petit peu idiot parce que il n'était pas du tout religieux, mais j'avais cette image-là et je me suis donc rapidement intéressé à la philosophie de l'aïkido au bout un an ou deux maximum. Je me suis mis à lire des bouquins, alors
des bons et des mauvais, hein, surtout des mauvais, parce qu'il y a quand même beaucoup de mauvais bouquins, qui m'ont, pour certains, apporté une fausse image de l'aïkido, mais c'est le cas pour beaucoup de gens. Hein. La majorité des pratiquants ont l'image épurée, officielle d'une certaine manière, de Ueshiba l'invincible de Stevens, qui a écrit beaucoup de très mauvais livres sur l'aïkido. Et puis quand j'ai décidé de venir au Japon, donc je pratiquais depuis un peu plus de 4 ans quand j'ai pris la décision, donc avant d'aller à l'université, hein, après mon bac, je me suis dit qu'il valait mieux que j'étudie le japonais plutôt que la religion japonaise, donc je me suis surtout concentré là-dessus. 2-3 mois avant de partir, je suis parti au Japon, j'ai fait de l'aïkido à l'aikikai, donc j'ai quitté mon courant de l'époque, et j'ai pas fait beaucoup de philosophie pendant que j'étais à l'aikikai, hein. Ça s'y prête pas vraiment. Et assez occupé par mon année au Japon, apprendre le japonais, pratiquer beaucoup. Quand on pratique beaucoup, on est souvent fatigué, donc on n'a pas vraiment l'énergie et la volonté de faire beaucoup d'autres choses à côté. Mais au bout d'un an, je me suis rendu compte que j'avais justement laissé passer certaines choses. Alors, j'ai pas rien fait, hein. Je suis allé à Tanabe, je suis allé visiter tous les grands temples comment dire, de la région d'origine de Ueshiba. La religion bouddhiste en particulier m'a toujours intéressé d'un point de vue culturel, donc mais rien de spécifique vraiment à l'aïkido ou à Ueshiba, à la philosophie de l'aïkido de Ueshiba. Et dans l'objectif de pouvoir revenir au Japon et de pouvoir y passer plus de temps, et peut-être cette fois-ci de rattraper ce que j'avais loupé pendant ma première année, j'ai décidé de faire une fac de l'université de japonais. Donc c'est de là qu'est venue la décision. Et quand j'ai vu qu'il y avait un cours de religion qui était bien ficelé, qui était proposé, je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour peut-être acquérir les clés que je savais nécessaires à une étude peut-être plus tard, plus personnelle au Japon. Et je ne voulais pas prendre le risque de m'intéresser à la religion sans avoir des clés universitaires, une méthode, avant de le faire, parce que je sais comme il est assez facile de glisser dans certaines tendances, et me connaissant personnellement, je ne voulais pas prendre le risque de tomber là-dedans. Donc le background de lecture était académique en fait. Oui, je voulais impérativement cette grille de lecture académique. Je ne l'avais pas, je savais que j'en avais besoin, donc c'est ce que je suis allé chercher à l'université. Donc j'imagine que tu as étudié le Shinto. Le Shinto, le bouddhisme, et puis en projet personnel, le Moto, sur lequel j'ai rendu les justement, parlons de le Moto, il y avait des choses sur les néo-religions dans le cursus ou c'était... Alors le cursus principal, c'était surtout l'histoire des religions au Japon, le syncrétisme religieux, le rapport des Japonais à travers l'histoire à la religion, qui est particulièrement intéressant au 19e et 20e siècle, notamment au 20e siècle. Et puis un petit peu quelques cours sur les néo-religions, évidemment, sur des religions... comment on peut appeler ça, New Age en fait, hein, d'une certaine manière, dont le Moto est l'une des premières en fait. Hein. C'est l'une des premières religions de New Age au Japon. Il y a eu quelques tentatives à peu près en même temps, mais c'est la première qui a vraiment décollé. C'est retrouvé avec des dizaines de milliers de followers à une époque où le Japon était en recherche de religion. L'ère Meiji est passionnante, moi c'est la période historique que je préfère dans l'histoire du Japon, justement parce que c'est l'ère du grand changement, du grand bouleversement, les gens sont perdus, des religions New Age apparaissent justement pour venir combler le manque de spiritualité. Alors justement, bon, le Shinto était forcément très implanté, syncrétisme avec le bouddhisme, donc il n'y avait pas, si tu veux, un manque de religion. Je veux dire, c'était dans la vie de tous les jours, après ça a une importance relative au Japon. Mais est-ce que tu pourrais expliquer finalement un petit peu ce que ces néo-religions apportaient, et peut-être en particulier le Moto,
par rapport à cette base Shinto de laquelle il partait? Alors déjà, il y a deux axes. Hein. Il y a l'axe que je ne vais pas développer parce que je pense que tout le monde peut se faire une image qui est en gros le fait que les vieilles religions n'apportent pas de réponse à des problèmes nouveaux. Donc on a ce problème-là dans toutes les religions, partout dans le monde. Hein. C'est commun, à chaque fois qu'il y a des grosses révolutions, les religions New Age apparaissent parce qu'elles apportent des réponses que les autres religions n'apportent pas d'un point de vue spirituel. Mais sur des questions totalement pratiques. Oui, et puis très souvent sur des questions totalement pratiques, tout à fait. Les religions japonaises n'étaient jamais vraiment beaucoup intéressées à l'ouverture aux étrangers, par exemple. Ça, c'est quelque chose... L'Omoto, qui a travaillé sur l'universalisme, par exemple, quelque chose qui était vraiment tout à fait nouveau dans la logique japonaise. Et puis, il y a une espèce de particularité aux religions japonaises, qui est beaucoup plus vraie pour le Shinto que pour le bouddhisme, mais qui est aussi vraie pour le bouddhisme, c'est assez peu d'interventionnisme dans la vie des Pékins lambda, quoi. La religion, elle définit un certain nombre de comportements, comme toute religion, mais elle ne donne pas de clé absolue sur la manière de vivre sa vie. C'est d'ailleurs, à mon avis, l'un des très grands intérêts de l'étude des relations entre le bouddhisme et ce qu'on appelle aujourd'hui le Bushido. Parce que le Bushido définit un certain nombre de comportements qui sont en accord avec certains principes religieux, mais ne fait pas appel à des idéaux supérieurs, absolus, qui viendraient d'un Dieu tout-puissant. C'est un système qui s'est construit sur des aspects totalement pratiques de la vie des guerriers de l'époque. Et donc le bouddhisme et le shintoïsme n'apportent pas cette toute-puissance, cette vérité absolue. Mais c'est vraiment passionnant parce qu'encore aujourd'hui, hein, dans le Japon d'aujourd'hui, on en voit les conséquences. C'est-à-dire que les Japonais, c'est pas moi qui dis ça, hein, je l'ai lu dans un bouquin, peut-être René Schaeffer ou un expert du Japon qui avait dit ça, les Japonais naissent Shinto, se marient chrétiens, j'allais dire catholique, mais non, justement pas catholique, chrétiens, et meurent bouddhistes. Et c'est incroyablement vrai. C'est-à-dire que les cérémonies pour la naissance des enfants, etc., c'est des cérémonies shinto. Ils se marient, alors pas vraiment chrétiens, hein, parce que c'est des faux prêtres, c'est de la mise en scène, mais disons, ils se marient avec une culture, avec des éléments culturels issus de la chrétienté, et quand ils meurent, ce sont des cérémonies bouddhistes. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est que aujourd'hui, les chercheurs se posent encore la question, les sociologues se posent encore la question, les Japonais eux-mêmes se posent la question, les Japonais sont-ils religieux? On revoit la question apparaître régulièrement, tous les journaux qui parlent du Japon refont un article régulièrement sur ce sujet-là, et tout le monde arrive systématiquement à une conclusion en se disant non, pas vraiment. Bon, c'est-à-dire que, quand on parle de religion, on parle de foi, finalement. Oui, on parle de foi. Sont-ils religieux au sens occidental du terme, au sens des religions monothéistes? Parce que justement, en Occident, on distingue religieux ou pratiquants, ou de culture d'eux. Ils sont très pratiquants dans le sens où on fait construire une maison, on va avoir une cérémonie shinto, donc on est pratiquant, mais derrière, il n'y a pas forcément de foi, justement. C'est folklore, quoi. Il y a une quote de Musashi que j'aime bien qui est révérer les dieux mais comptez pas sur eux. Ouais. C'est-à-dire, en gros, c'est extrêmement pragmatique, c'est vraiment une phrase de guerrier, c'est une phrase ultra pragmatique, c'est s'ils n'existent pas, ça ne peut pas faire de mal de le faire, mais s'ils existent, il vaut mieux quand même pas prendre le risque de les fâcher. Et la construction de la sociologie japonaise, avec ou sans religion d'ailleurs, je trouve, se construit sur énormément de faits pragmatiques, contrairement à ce qu'on a vu jusqu'à la fin du 19e en Occident. Alors, il y a quand même un certain nombre de choses à démêler là. Je te propose de peut-être partir de façon chronologique, c'est-à-dire dans la vie de Ueshiba Morihei, qui donc a été éduqué dans un contexte bouddhiste. Est-ce que tu pourrais assez brièvement peut-être expliquer ça? Oui, je pense qu'il faut effectivement commencer par là. Il naît à la fin du 19e siècle.
en pleine révolution Meiji. Donc les combats sont terminés, la période difficile de transition est terminée, mais on est en pleine période de construction occidentale. C'est-à-dire on récupère toutes les technologies occidentales et on les implémente au Japon. Il naît dans ce Japon-là. Alors il faut aussi bien garder à l'esprit que Tokyo, c'est ultra moderne pour l'époque. Tanabe, absolument pas. Tanabe, ils n'ont pas vu les débuts de la révolution industrielle avant 1905-1910. Quoi. C'est notamment la guerre et la guerre russo-japonaise. Oui, la guerre russo-japonaise, et puis la Première Guerre mondiale après, qui sont des périodes qui développent l'économie et qui permet donc à la technologie d'arriver jusque dans les campagnes. Mais avant ça, le Japon a tellement de retard que leur argent, il est focalisé à la construction d'un Tokyo moderne, un petit peu dans le sud également, puis du côté de Kyushu avec les connexions qu'il y avait eu avec les étrangers par le passé. Mais ça se limite vraiment à quelques points d'entrée, comme ça. Tanabe, même encore aujourd'hui, pour aller à Tanabe, c'est l'enfer. Alors, il faut imaginer ce que c'était il y a plus de 100 ans d'aller à Tanabe. C'est vraiment au milieu de nulle part. Et donc, vers 6-7 ans, il commence le bouddhisme Shingon. Donc, il va avoir une... Alors, il faut aussi dire que Tanabe, Wakayama, tout ce coin-là, c'est l'un des deux grands centres religieux du Japon. Il y a Izumo dans le sud, qui est encore beaucoup plus compliqué d'accès, et puis il y a Wakayama avec énormément de temples. C'est une région qui est magnifique, qui est même encore aujourd'hui assez peu colonisée par l'urbanisme, donc d'autant plus à l'époque, la religion japonaise ayant rapport aux ancêtres d'un côté à la nature de l'autre, une région comme Wakayama, avec ses montagnes, ses temples, ses cascades, etc., les fameuses cascades qu'on voit sur les photos de Ueshiba, est assez propice au développement de spirituel et religieux. Et il va suivre cet enseignement jusqu'à une vingtaine d'années, je crois. Il va faire un peu de zen aussi, entre-temps. Il va obtenir un diplôme de transmission de maître à élève au sein de la secte. Donc on parle d'un cursus quand même très sérieux. C'est-à-dire très pratiquement professionnel finalement. Il aurait pu devenir moine, tout à fait. Il aurait pu décider à ce moment-là de devenir moine. D'ailleurs, il me semble que dans certains écrits sur la vie assez jeune de Ueshiba, il est déjà décrit à 20-25 ans comme étant un peu mystique. Donc l'influence de la religion, quand on commence à 6-7 ans et qu'on obtient un diplôme de moine, de transmission complète des enseignements à 20 ans, le framework du bouddhisme, et en particulier du Shingon, qui est ésotérique, très compliqué comme bouddhisme en plus, c'est beaucoup plus compliqué que le zen, il va rester nécessairement toute sa vie. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est très intéressant son switch du Shinto à l'Omoto plus tard, c'est que ça s'explique par ce cheminement. Et puis après il va avoir d'autres expériences. Le Shinto, par définition, il n'y a pas vraiment d'enseignement de maître à élève comme dans le bouddhisme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus diffus. En plus le Shinto est très différent d'une région à l'autre, même encore à l'époque. Donc la seule religion véritablement structurée, c'est le bouddhisme. Parce que tu parlais de syncrétisme entre les deux, est-ce qu'à partir du moment où il a eu ce cursus en bouddhisme, est-ce que certains points pouvaient être mutuellement exclusifs ou c'était quand même tout intégré? Alors, ça c'est une question qui est difficile à répondre, à laquelle je ne pourrais pas répondre avec vraiment beaucoup d'assurance, parce que en superficie, le Shinto et le bouddhisme sont totalement fusionnés. On se retrouve avec des temples qui sont l'un dans l'autre, totalement fusionnés. Les dieux Shinto sont des émanations des Bouddhas pour les bouddhistes. Donc c'est vraiment inextricable. Mais je pense qu'à un certain niveau, pour ce que j'ai pu en lire, je pense qu'à un certain niveau d'ésotérisme, notamment dans le Shingon peut-être, puis dans d'autres, il y en a plein d'autres bouddhismes ésotériques,
ils doivent arriver à un point où leur théorisation, leur théologie leur permet d'extraire le bouddhisme du Shinto. Je ne suis pas sûr, je ne pourrais pas répondre sans être vraiment religieux moi-même. Donc quand on parle de Ueshiba qui étudiait le bouddhisme, on pouvait considérer que c'était bouddhisme, Shinto. Il n'y a pas eu si tu veux, il n'y a pas eu de transition entre du bouddhisme au Shinto. Non, il n'y a pas du tout de transition. C'est une seule et même chose. Alors après, quand il va voyager, qu'il va s'éloigner de Wakayama, il va aller à Tokyo, etc., il va peut-être perdre quelques liens avec son enseignement du bouddhisme. Déjà, il a choisi de ne pas continuer dans cette voie-là. Il monte à la ville, il vient à Tokyo. Donc là, je remets dans le contexte que j'expliquais tout à l'heure. On pourrait avoir l'image aujourd'hui d'un type qui vient du fin fond de la campagne, qui débarque à la capitale. C'est ça, mais puissance 1000, quoi. Et je crois que la première fois qu'il est allé à Tokyo, c'était pour s'établir... papeterie. Une papeterie, voilà. C'était une papeterie. Ça s'est pas très bien passé parce que... Ça s'est pas très bien passé, non. Faut aussi voir à quel point ça devait être difficile pour quelqu'un de la campagne, mais ça devait surtout être ultra concurrentiel. Pour encore remettre dans le contexte, il faut bien voir que tous les samouraïs qui, 30 ans auparavant, avaient du boulot, 7% de la population, se trouvent au chômage. Alors, ils en ont remis quelques-uns dans comment dire, le mot échappe. L'administration. L'administration. Ils en ont remis quelques-uns dans l'administration, mais ils ne voulaient pas en mettre trop, parce que avec les petites révoltes qu'il y avait eu avant, etc., puis le but c'était un peu de changer tout le système, donc ils se disent si on met des samouraïs partout, on risque de se retrouver avec des familles plus puissantes que d'autres, etc. Il faut tirer un trait là-dessus et il faut donner l'accession. Déjà, on supprime le système de caste, etc. Donc pour que ça marche d'un point de vue social, il faut que le bouseux puisse devenir le nouveau samouraï. Sinon, ça ne marche pas. Donc, ils n'ont pas laissé la porte grande ouverte comme on a voulu le faire sortir de la Seconde Guerre mondiale, mais ils ont quand même déjà entrouvert les portes. Ceci dit, la mère de Ueshiba était d'une famille de samouraïs. Elle était descendant de la famille d'Aizu, de Takeda. Alors pour le coup, il semblerait que Ueshiba ait été obligé d'emprunter un kamon à quelqu'un pour pouvoir se faire accepter chez Takeda. Donc, dans quelle mesure Ueshiba était-il vraiment issu d'une famille de samouraïs ou quel type de famille de samouraïs? Parce que la hiérarchie va de très bas à très haut. Je ne sais même pas si les samouraïs de la plus basse classe ont un kamon ou pas. Je pense que c'est probable que oui. Mais encore une fois, fin de l'ère Edo. Donc déjà, à la fin de l'ère Edo, le système est déjà un peu en train de se déliter. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus de guerre depuis 200 ans. Surtout si ils étaient vraiment d'Aizu, après la défaite qu'ils ont subie, il était évident que leur statut, de toute façon, n'aurait pas été... Oui, mais ça a été effacé à la Révolution Meiji. Donc il aurait pu se dire je reprends mon truc et puis... on ne parle pas trop des détails. Je pense que ça serait passé. Le problème, c'est vraiment de voir que, même si ça avait été le cas, les petites familles de samouraïs étaient en fait des familles relativement pauvres et de bien moins bonnes familles que les marchands, qui étaient beaucoup plus riches, et que certains agriculteurs également, qui avaient réussi à devenir riches. Alors justement, en parlant de ça, son père, Ueshiba, lui, était un propriétaire terrien. Très bien considéré, justement, au moins sur le papier. Donc ceux qui étaient propriétaires terriens et riches étaient bien considérés, ceux qui étaient propriétaires terriens et pauvres ne l'étaient pas. Les marchands qui auraient dû l'être, qui auraient dû ne pas l'être, parce qu'ils étaient censés être sous les agriculteurs dans le système de caste, utiliser leur argent pour être bien considérés. Et puis quand on a cassé tout le système, avoir des origines samouraïs, ça peut toujours servir à quelque chose, mais ça n'avait plus de vraies raisons d'être. Mais c'est logique avec Ueshiba qui dit « je monte à la ville, je monte une papeterie ». C'est exactement ce que voulait le gouvernement de l'époque pour sa société. Il voulait des gens qui se lancent là-dedans, qui veulent compétiter avec la logique occidentale. Ça n'a pas marché, et puis en plus, on peut supposer que son père l'a beaucoup aidé, puisque son père avait un peu d'argent,
À cette époque-là, il faut rappeler qu'il a déjà un peu fait des arts martiaux, etc. Bon, il va à Tokyo, il découvre. Voilà. Faut vraiment le mettre dans ce contexte-là. Ueshiba, fils de petit propriétaire terrien de la campagne, monte à Tokyo, monte son affaire, échoue. Il a déjà fait un petit peu d'arts martiaux à cette époque-là. Il y a une montée, pas vraiment du nationalisme encore à l'époque, hein, mais une montée quand même du désir du Japon d'avoir un... On est en quelle année là, juste pour redonner le... Ben, on est tout au début du 20e. 80... Je sais pas, c'est 83, 93, 1903, ouais, c'est ça. Donc juste avant la guerre russo-japonaise. Juste avant la guerre russo-japonaise, justement. Et à ce moment-là, donc le Japon a besoin de se mettre à niveau des puissances occidentales, et là, la Russie qui nous casse les pieds, excellente opportunité d'aller expliquer à l'Occident que les 20 à 30 ans de modernisation qu'a entrepris le Japon les amène au niveau où ils vont pouvoir rentrer en compétition avec les puissances occidentales. Et contre toute attente, ça marche. Et contre toute attente, ça marche. Et ce qui est véritablement génial, c'est, et je saute un peu dans le temps parce qu'on en reparlera après, mais c'est que Deguchi, Nao, a prédit, il avait prédit la guerre russo-japonaise avant qu'elle éclate, a prédit la victoire du Japon. C'est ça qui a donné beaucoup de poids. Et ça lui a donné énormément de poids. Et on a perdu après quand elle s'est trompée. Et voilà. Et juste après, elle se plante sur la... elle prédit la perte du Japon, l'échec de l'invasion japonaise en Chine. Et puis non, ça a fonctionné. Là, elle a perdu un petit peu. Et puis, plus tard, elle prédit quand même la Seconde Guerre mondiale. Enfin, elle prédit l'entrée en guerre avec les États-Unis et la défaite absolue du Japon. Et là, pour le coup, elle aura eu raison à nouveau. Après, le monde, notamment le monde de l'époque, est fait de gens qui font des prédictions. Il y en a forcément de temps en temps qui tombent juste. Qui vont avoir raison, bien entendu. Donc, et comme on ne se rappelle pas de ce compteur. Voilà. Et comme elle n'est pas tombée bon à tous les coups, on peut se poser des questions. Oui, bien sûr. Et c'est le contexte. Et puis donc le jeune Ueshiba, il s'engage dans l'armée parce que c'est une bonne opportunité. Il a raté son entrée dans la vie commerciale, consumériste, occidentale à Tokyo. Un autre moyen d'être utile à son pays, c'est de... Parce qu'en fait, on est en face de quelqu'un qui se cherche. Oui. Vraiment, qui cherche son rôle dans la société. Et effectivement, le conflit était mais comme 90% peut-être des Japonais de l'époque. C'est pour ça que la contextualisation historique est vraiment très très importante. Le bouleversement complet qu'il y a eu dans la société japonaise, destruction du système de caste, la course au développement technologique et économique pour rattraper l'Occident, par peur de se retrouver colonisés, puisque l'Occident c'était un peu leur sport préféré de l'époque. Et surtout qu'ils avaient menacé plusieurs fois de le faire. Ils avaient menacé le Japon. Ils ont d'ailleurs fait signer un certain nombre de traités au Japon qui n'étaient pas très très avantageux. Et le Japon, fort de sa victoire sur la guerre russo-japonaise, a pu renégocier un certain nombre de traités. Un rapport un peu plus égalitaire qu'aucune autre nation en Asie a pu avoir. Tout à fait. Et c'est ça, c'est intéressant. C'est intéressant de voir. C'est peut-être aussi ce qui va donner naissance au premier sentiment nationaliste, c'est-à-dire le Japon fait tout bien. Clairement, surtout que quand il a fallu chercher les raisons de la victoire en Russie, on s'est dit qu'est-ce que ça peut être ? Du coup ça doit être le Bushido, quoi. Oui. Ce qui est assez rigolo, puisque c'est juste après, 20 ans après que le gouvernement est totalement désavoué toute culture liée au Bushido. Je veux dire, pendant la révolution Meiji, ils en sont même arrivés au point de ne pas reprendre les samouraïs dans l'armée de conscrits parce qu'ils voulaient complètement tout couper de ce passé guerrier. C'est aussi assez ironique de voir qu'aujourd'hui, on considère, beaucoup de gens considèrent les arts martiaux comme étant des arts de guerre, alors que ça faisait déjà 250 ans qu'il n'y avait plus de guerre, et qu'au moment où il a fallu construire une armée forte,
c'est pas ces gars-là qu'on a C'est pas appelés. ces gars-là qu'on a pris. Sûr. Donc, Mhm. il y a... Ah oui, on peut toujours remonter plus loin, hein. Mhm. On peut toujours revenir dans le temps, évidemment, ça reste des arts martiaux. Mais il me paraît assez difficile de justifier l'enseignement d'un esprit combatif ou vraiment martial dans les arts martiaux dans ce contexte-là. Et je pense que ça devait aussi être difficile à justifier du point de vue de Ueshiba. Parce que pour lui, il a ce contexte-là, il a encore quelque chose d'assez remarquable. Il se met au Juken, donc à la baïonnette. Il devient apparemment un bon combattant sur le champ de bataille. Alors la discussion qu'on a eue avec Bennett il n'y a pas très longtemps, qui je ne sais pas si elle sera publiée avant ou après cette interview, nous montre que Ueshiba n'était peut-être pas un grand maître de la baïonnette. En tout cas, pas les techniques japonaises. Mais pas techniquement parlant. Mais il n'empêche que ces faits d'armes nous montrent qu'il était plutôt efficace sur le champ de bataille. Donc, mais encore, occidental. Voilà. C'est un art occidental. Et puis il va se battre au fusil, hein, il ne va pas se battre à l'épée. Donc on n'aura jamais parlé des capacités de Ueshiba au combat à l'épée sur le champ de bataille. Alors il porte un sabre pourtant, mais non. Donc c'est assez intéressant de voir à quel point, bien penser à ce contexte, de voir à quel point le Japon voulait être plus occidentaux que les Occidentaux. Tout comme les étrangers qui viennent au Japon aujourd'hui veulent être plus japonais que les Japonais. À l'époque, les Japonais voulaient être plus occidentaux que les Occidentaux. Et ils ont pas trop mal réussi leur coup. C'est peut-être ça, justement, le fait d'avoir trop poussé dans cette direction-là, qui a créé un sentiment inverse, un retour au nationalisme, un retour aux sources, etc. Je pense que ça va jouer aussi beaucoup dans la pensée de Ueshiba quelques années plus tard.